Bonjour tout le monde. Je m'appelle Adriana Barra et je suis la directrice nationale de l'Association de l'aide à l'Orient, Kiniwa Canada. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle série de webinaires qu'on organise. À chaque saison, environ 4 fois par année, nous espérons vous apporter des mises à jour importantes sur les différentes régions dans lesquelles notre équipe a le privilège et la bénédiction de travailler. Pour ceux qui ne connaissent pas notre travail et notre mission, l'Association de l'aide à l'Orient, Kiniwa, est depuis à peu près 100 ans à l'aide aux églises catholiques orientales et leur programme, l'aide pour les pauvres, l'éducation, programme d'éducation, programme pastoral au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord-Est, l'Inde et l'Europe de l'Est. Fondé par le pape Pie XI en 1926 et sous la bénédiction du pape François, Kiniwa travaille avec, à travers et en synergie avec l'Église catholique orientale pour identifier les besoins et mettre en œuvre des solutions. Quelques informations avant de commencer la conversation avec notre cher directeur de Kiniwa en Beyrouth, au Liban. Les microphones de toutes les participantes ont été fermés afin que nous puissions accorder une attention ininterrompue à notre invité. Nous vous invitons à poser vos questions et vos commentaires dans le chat. Si vous avez des questions sur le projet au Liban, en Syrie, Égypte et en Irak, nous vous encourageons à nous les écrire dans le chat. Parce que Michel Constantin, il est en charge aussi des projets, pas seulement au Liban, mais aussi en Syrie, en Égypte et en Irak. Notre invité aujourd'hui est Michel Constantin, directeur régional de Kiniwa au Liban. Et comme je mentionnais, il est aussi en charge des programmes en Syrie, Égypte et en Irak. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour Adriana, merci pour cette occasion. Michel, on a appris qu'après deux mois de guerre au Liban, depuis quelques jours, on a un accord de cessez-le-feu. Comment l'accord a été reçu par la population et quelles sont les implications de cet accord? Oui, en fait, avant de commencer avec ça, je voudrais simplement signaler ce que le Liban, qu'est-ce qui est spécial du Liban? Le Liban, c'est un pays au Moyen-Orient qui est très petit. Il a une surface de 10 000 km² qui est très, très petit, et avec une population de 4 millions d'habitants. Mais ce qui est spécial, c'est le seul pays au monde arabe qui n'a pas de désert. C'est le seul pays dans le monde arabe où le président on change de président avec chaque mandat. C'est la démocratie parlementaire au Liban qui est respectée malgré les guerres, malgré les misères, malgré tout ça. Et en plus, c'est le seul pays du Moyen-Orient où le président de la République est chrétien par constitution. C'est quelque chose de protégé par la constitution et où les chrétiens ont une vraie présence politique, sociale et économique au Liban. Ils sont il y a un coin, il y a un pierre coin, cornerstone, comme on dit en anglais, dans le pays. Et l'Église aussi a un rôle très grand dans l'institution du Liban et dans tous les domaines culturels, sociaux et politiques du Liban. Le Liban, depuis, a pris son indépendance en 1943 et avec un président chrétien et jusqu'en 1989, c'était la phase, je peux dire que la phase, il y a 3 phases au Liban. Il y a la phase où les chrétiens étaient dominants dans la vie politique. C'est la première phase, depuis l'indépendance jusqu'en 1989. En 1989, avec la fin de la guerre,
la Constitution a été amendée pour donner plus d'autorité au Premier ministre sunnite, et c'était la phase sunnite de règne ou bien de vie politique qui était autour de Rafik al-Hariri, qui était un grand chef au Liban et qui a marqué sa politique. Et avec son assassinat en 2004, ça a commencé une nouvelle phase de domination chiite avec le Hezbollah. Et maintenant, on espère qu'avec la meurtre de Hassan Nasrallah, le chef, avec cette guerre féroce, que cette domination va être réduite et c'est le temps pour construire un pays démocrate où tout le monde peut participer à la vie politique et publique. En disant ça, je veux dire que la situation actuelle est un peu mieux que une semaine à l'avance, puisque le cessez-le-feu qui a été conclu, il est dur et il n'a pas été conclu d'une façon paisible. Le dernier jour seulement, c'était très féroce. On a perdu le dernier jour, même une heure avant que le cessez-le-feu entre en application à 4 heures du matin. Avant une heure, il y a des gens qui ont perdu leur maison, leur vie. Et en une seule journée, on a perdu presque 76 personnes comme victimes de raids israéliennes contre Beyrouth, le sud, la Beka et tout ça. Mais Dieu merci, maintenant, on a un accord de cessez-le-feu. Il n'est pas en application complète, puisqu'on attend que la commission internationale qui est composée par les États-Unis, la France, le UNIFIL, l'Israël et le Liban puissent se réunir pour mettre en application le cessez-le-feu d'une façon pratique sur le terrain et pour assurer aux gens le droit qu'ils puissent revenir à leur maison détruite et les reconstruire. Jusqu'à présent, on a toujours une zone tampon qui est démarquée sur la frontière internationale entre Liban et Israël et sur 5 à 10 kilomètres jusqu'à au sud de Litanie, au sud de la rivière Litanie, du fleuve Litanie. Cette région-là, elle est toujours en occupation israélienne et ça attend l'application de cessez-le-feu pour que l'armée libanaise puisse prendre contrôle de cette région et prendre place des positions de l'armée israélienne. Au niveau des dégâts, les dégâts sont énormes. À part les 4000 personnes qui ont perdu leur vie, on a quelques 15 000 personnes qui sont blessées et terriblement blessées. On a perdu 100 000 maisons ont été détruites complètement. 40 villages ont été rasés. Il n'y a plus même une maison qui reste debout dans ces villages-là, dans ces 40 villages. Et, euh, et bien sûr, les gens n'ont pas les ressources puisque nous sommes au fond d'une crise économique et monétaire terrible qui a commencé en 2019 et ça continue jusqu'à présent. Donc, on n'a pas les moyens de faire la reconstruction. Et jusqu'à présent, avec l'absence complète de l'autorité centrale au Liban, on n'a pas de président de la République qui a fini son mandat il y a 2 années et on n'a jamais pu élire un autre président pour le remplacer. Même le gouvernement, c'était un gouvernement pour régler les affaires, mais ce n'est pas un gouvernement qui a l'autorité complète. Donc, avec tout ça, on n'a même pas de promesse d'aide pour la reconstruction. On attend ce que la vie politique
s'achemine dans un acheminement normal et on peut reconstruire la vie politique au Liban avec l'élection d'un nouveau président et la formation d'un nouveau cabinet avec un nouveau premier ministre qui a toute l'autorité de faire la reconstruction. Donc, mais on a toujours un espoir que ça va marcher. Le président du Parlement, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais on l'appelle au Liban le président du Parlement, il a convoqué le Parlement à faire une session d'élection le 9 janvier. On espère bien que le 9 janvier, on aura un président, si tout va bien. Sinon, ça va être chaotique de nouveau. Euh, Au niveau des institutions chrétiennes et des villages chrétiens au sud, nous avons 15 villages chrétiens qui sont dans la région rouge. La région rouge qui reste toujours interdite d'entrée. Ces 15 villages, dans ces 15 villages, on a 9 écoles catholiques qui ont été touchées, pas détruites, mais touchées. L'une de ces écoles a été profondément touchée et a besoin de réhabilitation de second degré, pas seulement quelque chose de simple, comme les vitres, ou bien quelque chose de plus évolué, puisqu'elle a reçu des obus directs sur les immeubles. Et puis, on estime qu'on a 5 à 6 églises qui ont été profondément touchées par des obus et qui ont besoin d'être renouvelées ou bien reconstruites. Les gens ont perdu, des chrétiens ont perdu leur maison aussi et restent toujours à Beyrouth, puisque c'est interdit pour eux de revenir à leur village. Et il faut attendre une durée de 60 jours avant qu'ils puissent retourner dans leur village. Et vous savez, lorsqu'il y a des dégâts, par exemple, si le vitre est cassé simplement, avec la pluie, nous sommes en plein hiver, avec la pluie et tout ça, on peut avoir des dégâts au niveau des meubles, au niveau des équipements, au niveau des tapis, de tout ça. Donc, les dégâts sont en train d'augmenter de plus en plus, qu'on a un retard à réhabiliter les maisons et les églises et tout ça, et toutes les institutions. Mhm. Merci beaucoup, Michel. Donc, je me souviens que vous et notre collègue dans le bureau de Kiniou à Beyrouth, vous êtes allé à Beka quand on avait le premier, euh, quand on avait le commencement de la guerre, et que vous avez distribué des matelas, des couvertures, des oreilles et des kits d'hygiène pour les besoins de base immédiats des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Quelles sont les priorités de maintenant? Comment pouvons-nous aider maintenant que les personnes déplacées, si j'ai bien compris, ils veulent se retourner à leur maison? Vous savez que la majorité de nos donateurs sont des personnes croyantes et prient pour nos frères et sœurs au Liban, mais quelles sont les priorités maintenant? Comment est-ce qu'on peut aider? Parce qu'avec la construction, je ne sais pas, peut-être sont des gros projets, mais comment nous, au Canada, nous les donateurs au Canada, comment est-ce qu'on peut aider? Bien sûr. Oui, en fait, après le premier jour d'escalade qui était le 17 septembre, on a commencé les escalades violentes. La guerre a commencé juste après le 7 octobre 2023, le lendemain de l'incident de 2023, des événements de 2023, le 7 octobre. Le 8 octobre, Hassan Nasrallah et Hezbollah s'est impliqué dans la guerre pour soutenir Gaza et Hamas. Et des escarmouches militaires ont commencé pendant une année, presque, pendant 11 mois. Mais ce n'était pas la guerre
à grande scale, big scale, comme on le dit en anglais. Mais c'était plutôt des escarmouches, des clashs entre Hezbollah et Israël jusqu'en septembre, le 16 septembre ou le 17 septembre, l'escalade a commencé à augmenter et c'était la guerre totale au Liban, là où les raids, l'aviation, les raids, les canons, tous les armes israéliennes ont été utilisées. Et on a lancé un appel le lendemain de cette escalade et on a pu collecter يعني, un montant assez important pour qu'on puisse aider ces familles qui sont en déplacement à Beyrouth et au Mont-Liban. Ils venaient du sud du Liban, de la banlieue sud de Beyrouth et de la région de Bekaa Nord. Euh, Bien sûr, notre aide, c'était une aide d'urgence pour les matelas, puisque les gens sont installés dans des écoles, là où il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matelas, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de cuisine, il n'y avait rien. Donc, on a commencé par des colis alimentaires, des matelas, des oreillers, des couvertures, des packages, des coffres d'hygiène pour que les gens puissent prendre le bain, faire la vaisselle, tout ça. Et ça a duré jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'on a reçu le cessez-le-feu. On a eu un retour immense vers le sud et vers leurs maisons et leurs villages qui ont été détruits. Presque toutes les chiites ont, ont quitté le Mont Liban pour aller s'installer. Et c'était un message politique aussi, que nous voulons jamais quitter notre terre, même si elle a été détruite. Nous voulons revenir, nous voulons enterrer notre mort qui sont toujours sous les décombres. Et donc c'était un message politique. Mais les villages qui sont dans la zone rouge n'ont pas pu rejoindre leur maison et leur village et ils restent toujours en déplacement et nous nous occupons toujours d'eux, surtout à Noël. Et en même temps, on essaye d'aider les gens qui ont resté dans leur village là-bas, qui sont encerclés par Israël et l'armée israélienne d'une part, et qui n'arrivent pas à quitter, puisque là-bas, c'est une zone de guerre, ça reste toujours une zone de guerre, et les gens n'ont pas le droit de se déplacer comme ils veulent, ils n'ont pas le droit de quitter leur village, ils doivent rester dans le village, et à partir de 5 heures le soir, ils n'ont plus le droit même de marcher sur la route. Ils doivent rester dans leur maison et ne jamais quitter leur maison. Actuellement, il faut aider les gens à revenir à leur vie normale. Leur vie normale, c'est-à-dire ils ont besoin d'une école. On a lancé un appel pour aider 6 écoles qui ont été endommagées, puisque les gens ne peuvent pas revenir sans école. Nous sommes en octobre, en novembre, en décembre, nous sommes dans le milieu d'une année scolaire et les gens ne veulent pas perdre une année de la vie de leur enfant. Alors, c'est important les écoles. Il faut aider les gens à faire les, les, faire un peu la réhabilitation de leurs maisons qui ont été endommagées de façon légère. Par exemple, changer le vitre, remplacer, je ne sais pas, quelque chose, des portes, des vitres, des choses comme ça. Mais ceux qui ont subi les grands dégâts, ce n'est pas à nous de faire la reconstruction, puisqu'on n'a pas les ressources. Donc, on a fait un tableau que je viens de donner au bureau à New York, le bureau de CNEOA, ou bien de l'Association catholique
pour l'aide à l'Orient à New York. Pour 50 $, on peut aider une famille à soutenir la nourriture pour un mois. Pour 20 $, on peut les aider à faire l'hygiène pour un mois. Avec, par exemple, 100 $ ou bien 1000 $, on peut aider une maison à faire la réhabilitation légère, revenir à leur maison, ou bien changer un peu ceux qui ont des dégâts au niveau des meubles. Et avec 4000 $, les maisons qui ont été touchées d'une façon pas aussi légère, mais pas aussi profonde de la destruction complète, mais qui ont reçu des obus sur leur maison. Il y a un trou dans le plafond, il faut le réparer, il faut faire un peu le badigeonnage, le carrelage. On a dit qu'avec 4000 $, on peut aider ces gens-là. On n'a pas toujours les records, les chiffres finaux, puisqu'on n'arrive pas jusqu'à présent à entrer dans ces villages, mais de ce qu'on entend, de ce qu'on a reçu des gens qui restent là-bas, puisque ces villages n'ont pas été complètement abandonnés, il reste toujours des gens là-bas qui font les statistiques et qui nous donnent ces chiffres-là. Mais il faut bien sûr, lorsqu'on arrive à l'exécution après 60 jours, il faut faire le devoir et chercher des ingénieurs qui puissent aller vérifier tout ça là-bas. Oui. Merci beaucoup, Michel. Je veux encourager tous les participants, si vous avez des questions pour Michel sur la situation au sud de Liban, au Beyrouth, s'il vous plaît, les écrire dans le chat et Michel va y répondre. Maintenant, j'aimerais changer un peu le sujet, Michel. Je sais que l'équipe de Kinua était toujours présente pour aider dans les régions où les gens sont dans les grands besoins. Je me souviens que l'année dernière, vous étiez en Syrie immédiatement après le tremblement de terre. Et vous avez aidé beaucoup de personnes grâce à la générosité, entre autres, des donateurs du Canada et du Québec. Nous venons d'apprendre qu'en Syrie, plus précise la ville d'Alep, est dans une situation de crise terrible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que se passe là-bas? Oui, bien sûr, puisque en fait, nous travaillons en Syrie, nous avons travaillé en Syrie depuis 1995 sans interruption. Et durant la guerre terrible, on a continué nos programmes dans le domaine de santé, dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'urgence, tout ça, bien sûr, le domaine pastoral et formation religieuse aussi. Donc, nous sommes impliqués dans les programmes de la Syrie depuis toujours. Mais bien sûr, durant la guerre, on n'a pas pu visiter. Mais à partir de 2019, dans la région de Idlib et d'Alep, on a conclu un accord entre la Turquie avec l'Iran et les Russes pour faire une région de désescalade. On l'appelle région de désescalade, c'est-à-dire l'armée syrienne a pris en charge de ne pas attaquer Idlib militairement et les militants qui se trouvent à Idlib sous l'autorité turque, puisque à Idlib, il y a l'armée turque aussi, de ne pas attaquer Alep. C'était un accord et les garants de cet accord, c'était les Russes de la part du régime de Assad et les Turcs de la part des militants djihadistes. Alors, durant ces 5 années, on n'a jamais eu un incident. On a visité presque chaque 2 mois, 2 ou 3 mois, on visite Alep. Même Monseigneur Vakari, il était l'année dernière pour 2 jours à Alep. Et tout le monde était à Alep. Et c'était la paix. On n'a jamais senti rien à Alep.
Et tout à coup, le lendemain, on a conclu l'accord du cessez-le-feu au Liban le mercredi. Jeudi matin, les militants djihadistes qui s'appellent Jabhat al-Nusra et qui ont le dogme de Al-Qaïda, ont attaqué Alep, et pas seulement Alep, ils ont traversé 200 kilomètres après avoir occupé toute la ville d'Alep et tout le banlieue d'Alep et même la province d'Alep qui est très grande, qui a à peu près 2 fois ou 3 fois la surface du Liban. Et se sont dirigés vers le centre, du nord vers le centre, vers une autre ville qui s'appelle Hama, et ils sont arrivés jusqu'au port de Hama, jusqu'à la frontière de la ville de Hama. Et là-bas, l'armée syrienne s'est retirée en laissant tous les chars, tous les avions, tous les aéroports militaires, tout ça pour ces militants. C'était une grande surprise, c'était un choc pour tout le monde, et ça a passé d'une façon pas aussi militaire. C'est-à-dire, on n'a pas eu de vraies batailles entre l'armée et les militants. Ça a passé d'une façon, je ne sais pas comment. C'était une surprise pour tout le monde. Et maintenant, Alep est encerclé complètement. Personne ne peut entrer ou sortir d'Alep. Et le seul moyen pour faire venir les provisions ou ce qui est nécessaire, c'est à travers la Turquie. Et jusqu'à présent, ça n'a pas arrivé. C'est-à-dire, ce qui manque va manquer pour toujours. Alep, on a parlé avec nos partenaires durant ces 3, 4 jours, mais maintenant, ça devient plus difficile puisque les nouveaux militants ont changé la monnaie. L'échange ne se fait plus en monnaie syrienne, se fait en monnaie turque ou bien en dollars. Mais la monnaie syrienne n'est plus valable à Alep. Même les lignes téléphoniques portables, ça ont été changées du réseau national de la Syrie au réseau turc. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, si ça va durer, si ça va être l'occupation turque de cette région-là, mais actuellement, Alep est détachée complètement de la Syrie et en même temps, elle est en état de guerre. Elle n'a pas l'accès d'aller au-delà de la frontière turque pour importer ce qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de gaz cuire, pour faire la cuisine. Les gens le gaz manque. Il n'y a pas de l'essence pour les voitures, de l'essence pour le chauffage. Beaucoup de choses. Les marchés sont fermés complètement. Il n'y a pas de marché. Le marché des légumes est fermé. Le marché de la viande est fermé. Les supermarchés sont fermés. Et il y a on ne peut pas se déplacer à partir de 5 heures du soir jusqu'aux 5 heures le matin. C'est interdit d'aller dans les routes ou bien de se balader dans les routes. Donc, c'est très dur. Les chrétiens sont ont très peur de ce qui se passe, puisqu'ils connaissent vraiment quelle est la doctrine et la dogme de ces militants. Et ce qui est pire, c'est que ces militants, maintenant, ils essaient de conforter les gens et leur dire, nous sommes là pour vous sauver du régime, mais ne vous en faites pas. Mais ça va avec leur expérience et ce qui s'est passé avec Daesh et ISIS. Daesh aussi, ils ont commencé de cette façon. Ils ont dit, ne vous en faites pas, ça va, nous sommes là
vous sauvez du dictateur. Mais après cela, c'était horrible. Il faut attendre. On ne peut rien juger maintenant. On fait des remarques, mais on ne peut rien juger. On ne peut rien planifier, puisque il n'y a pas de moyen pour faire entrer ni des aides monétaires, ni des aides physiques, des aides en vrac, des choses essentielles qui ont besoin. Donc, il faut attendre pour savoir ce qui va se passer. Euh, Justement, actuellement, on est entre trois scénarios à Alep. Il y a le premier scénario, c'est que les militants s'installent et forment un État islamique qui est très proche de ce qui s'est passé avec Daesh à Mossoul et impose le régime islamique qui est un peu qui est un peu proche des idées des frères musulmans et, et ça va être la fin de la chrétienté puisque les chrétiens vont tous quitter dans ce cas-là en Alep. Le second choix, c'est que le régime et l'armée syrienne, aidés par les Iraniens et les Russes, vont attaquer Alep et la libérer. Et ce scénario va nous entraîner à la destruction totale de la ville, la destruction totale. Et le troisième, ce qui donne un peu d'espoir, c'est le courant politique et diplomatique qui est en train de s'élaborer actuellement avec des réunions entre la Turquie, la Russie et l'Iran pour trouver une solution politique cette insurgence. Donc, on doit prier et espérer que le courant politique l'emporte sur les autres scénarios. Mm. C'est pas très bien. Actuellement, c'est un désastre, je pense, là-bas. Michel, combien de chrétiens sont à Alep? Est-ce que tu sais combien de chrétiens sont? Oui, Combien de... avant la guerre, il y avait presque 1 million de chrétiens à Alep. Mhm. Je dirais 750 000. 1 million, c'est un peu exagéré, Mhm. puisque les chrétiens ils aiment exagérer les nombres un peu. Mais je dirais qu'il y avait quelques 750 000 personnes. Actuellement, il reste 50 000. 50 000 seulement, puisque le reste, ils ont quitté durant la guerre, durant la première bataille, la deuxième bataille d'Alep, et maintenant c'est l'occupation complète. Mhm. La ville durant la guerre a été divisée entre Alep de l'Est et Alep de l'Ouest. Et les militants ont pu occuper une partie d'Alep qui a été libérée et détruite complètement. Mais la partie qui était sous le contrôle de l'armée syrienne a été relativement sauvée. Maintenant, toute l'Alep a été occupée et la libération veut dire la destruction totale. Avant cette occupation, Michel, avec qui on travaillait dans la région d'Alep? Oui, en Alep, nous travaillons avec plusieurs partenaires sur le terrain. Nous travaillons avec les frères maristes qui ont une NGO qui s'appelle Maristes Bleu. On travaille dans le domaine de santé, de l'éducation, de la psychosociale et aussi dans le domaine de l'urgence, aide en urgence pour les familles, pour les enfants, pour tout ça. De même, nous travaillons avec Saint-Vincent de Paul, nous travaillons avec la congrégation des 5 heures, des sœurs du 5 heures, nous travaillons avec les jésuites,
Nous travaillons aussi avec l'archevêque maronite, l'archevêché maronite, et d'autres aussi, d'autres aussi. Mhm. Mais est-ce que tu sais s'ils sont en danger maintenant? Est-ce que tu as Actuellement, des ils sont nouvelles? à leur maison, chacun reste à sa maison et ils observent comment ça va se dérouler dans les prochains jours. Puisque de jour en jour, ça évolue. Le premier jour, ils ont, la route était toujours ouverte. Ils ont pu, ceux qui ont échappé, ils ont pu quitter la ville. C'était ouvert. Le second jour, la ville était coupée, était détachée du reste de la Syrie et on ne peut plus quitter la ville. Le troisième jour, c'était la monnaie, c'est-à-dire on a changé, on ne peut plus faire des échanges ou bien acheter avec la monnaie syrienne. Le quatrième jour, c'est la communication, c'est les téléphones qui ont changé de réseau et on ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer, quelles quelle nouvelles rôles vont être imposés, comment ça va, je ne sais pas. Mhm. Bon, en attend de mise à jour de toi, Michel, je veux rappeler aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, si vous voulez désirer en savoir plus sur le travail de Quinoa dans des pays comme le Liban et Syrie, Égypte, etc. Et comment vous pouvez aider. Voulez-vous, s'il vous plaît, visiter notre site internet kiniwa.ca, c'est CNEWA.ca. Je vois qu'on n'a pas des autres questions, Michel. Je te remercie beaucoup de tout mon cœur que tu as accepté d'être avec nous. Vous avez dans le chat le lien euh, pour notre site internet si vous voulez apprendre plus comment vous pouvez aider et quand vous pouvez aider. Et on va vous tenir au courant avec des mises à jour de Michel Constantin. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous Merci tous. Adriana, merci pour vous, merci pour tous ceux qui ont participé et qui m'ont entendu. Et j'espère que je n'ai pas causé l'ennui pour eux avec nos problèmes. Nous sommes en union de prière et on espère que tout va aller bien au Liban, en Syrie et partout dans le monde où on a des problèmes. Nous, Kiniwa, on travaille dans des régions où vraiment on a beaucoup on a besoin d'aide, d'envoyer de l'aide à nos frères et sœurs qui habitent dans des régions euh, très difficiles à survivre. Merci beaucoup, Michel. Merci à mes collègues de Quinoa Canada pour nous aider à faire possible cet webinaire. Et à bientôt. Merci, merci.